départ, c'est 2011 dans la revue Inculte. Ensuite, c'est adapté par Boris Surtel en récit illustré, en quelque sorte, ou littérature dessinée. Et ensuite, ça devient un roman. Plus d'épure, que ce soit sur le plan narratif, mais aussi sur le plan stylistique. Mais effectivement, c'était quelque chose de très touffu, de très dense et de très énigmatique au départ. Donc j'avais une grande matière narrative et j'avais des récits comme ça. Et on pouvait se poser la question de savoir s'il s'agissait du même personnage entre chaque récit. Et j'avais fait exprès de laisser en suspens cet élément. C'était quasiment une succession de récits lacunaires. Et ensuite, c'est Alexandre qui m'a dit mais il faut assembler, il faut en faire un roman. Et donc voilà. Et après, j'ai poursuivi ma ligne. Ce qui explique que le récit n'est pas du tout linéaire. Mais de toute façon, si j'avais eu l'initiative d'écrire quelque chose dès le départ, je n'aurais pas fait quelque chose de linéaire dès le départ non plus. Il y a une espèce d'alliance de termes comme ça, autopsie, un acte médical intrusif, quelque chose de très corporel, l'ombre, quelque chose d'immatériel, il y avait cette alliance un peu poétique d'abord. Ensuite, il faut bien reconnaître que le titre sonne mauvais genre, ça fait mauvais genre, ça fait polar, et je suis un grand amateur de littérature de genre. Puis au-delà de ça, l'idée d'ombre, il y a aussi effectivement l'idée de doublure, de quelque chose qui serait dans l'angle mort de l'histoire, qui serait dans l'angle mort de l'histoire et qui n'existe que de manière évanescente. Et puis il y a peut-être un jeu intertextuel avec Joseph Conrad, parce que Joseph Conrad a écrit un récit qui s'appelle La ligne d'ombre. Mais c'est pas tant celui-ci. Il y a très souvent chez Joseph Conrad le motif de l'ombre, c'est quelque chose qui revient souvent chez lui et qui revient souvent aussi dans mon écriture. Donc à un moment donné, je me suis dit on va prendre ça comme entrée. Et puis ensuite il y a un jeu bien sûr avec l'épigraphe d'Enzensberger. La volonté d'écrire de manière presque clinique quelque chose. C'est pour ça que le terme d'autopsie me plaisait. Et puis bien sûr effectivement ce personnage qui n'est plus qu'un spectre, qui n'est plus qu'une ombre et qui se délite progressivement tout au long du texte. Au départ, il y a une anecdote qui m'a été confiée par un proche, qui est une histoire vraie. Cette histoire d'animaux tués dans l'enclave de Biace m'a profondément marqué et ça m'a longtemps hanté, ça m'a longtemps travaillé. Et un jour, j'ai vu ce film de Chris Marker qui s'appelle Casque Bleu, 1 ou 2 ans après qu'on m'ait raconté cette histoire, et j'étais sidéré de voir que lui aussi avait, le témoignage du soldat français, j'étais sidéré que lui aussi avait vécu cette chose. Et c'est là que je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Ce film documentaire, il est quasiment séminal, il est matriciel pour le roman, parce que c'est lui qui va vraiment donner l'impulsion à tout le texte, à tout le livre. C'est un témoignage, c'est un récit brut. C'est un jeune médecin qui s'est engagé pour des motifs humanitaires, dans cette guerre, il a pensé qu'il y avait des choses à faire, donc il se retrouve en ex-Yougoslavie, et quand il revient, il y a une grande amertume, et donc c'est un film comme celui qu'on est en train de faire en ce moment, avec une caméra fixe, et le personnage, le témoin central du film, parle pendant une petite demi-heure. Et ce qu'il dit est très marquant, et ça m'a beaucoup touché. Il y a d'autres choses aussi, il y a aussi le film de Oxuls qui est important. Il y a beaucoup de cinéma documentaire en fait. Warriors de Komansky, tous les films de la BBC, puis il y en a un autre qui est celui que tout le monde connaît, Yougoslavie, suicide d'une nation, de Brian Lapine. Il y a vraiment une dimension des réminiscences cinématographiques très prégnante, mais c'est pas un livre documentaire, c'est un projet littéraire. Il y a très clairement 2 sources d'inspiration très nettes, au-delà du motif de la guerre, qui excède le motif de la guerre, qui sont l'histoire d'une aliénation d'un personnage. Alors il y en a une qui est très claire, et on pourrait même parler d'intertexte, et Un homme qui dort de Georges Perec.
Alors ça se sent peut-être dans un des flashbacks quand on a un récit à la deuxième personne. C'est aussi l'histoire de l'aliénation d'un sujet. Alors Un homme qui dort, pour moi, c'est un livre fondateur, c'est une pierre angulaire de la littérature française. Il y a un autre livre de Coetzee, c'est Michael K, Sa vie, son temps. Et là aussi, on a un intertexte très clair avec un personnage comme ça qui se retrouve, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de manière très juste, qui essaie de revivre de manière élémentaire son rapport au monde. Donc on a à la fois Coetzee, on dit Coetzee et Pérec. Donc ça, ce sont deux intertextes très très clairs. Et ensuite, il y a peut-être aussi une dimension, je parlais de mauvais genre tout à l'heure, autopsie, on peut penser autopsie d'un meurtre, Preminger, autopsie d'un meurtre de Stemann, etc. Mais donc je suis aussi un lecteur du polar français des années 70. Et il y a quelque chose de récurrent, par exemple, chez des gens comme Manchette ou ADG. Alors ADG est un auteur extrême droite, peut-être infréquentable, mais bon, il a écrit quelques polars, à mon avis, importants. Moins intéressant que ceux de Manchette, mais intéressant quand même. Dans le polar français des années 70, il y a un schéma narratif qui est un héritage de la littérature picaresque. On retrouve ça aussi chez Demouzon, mais aussi chez Fajardi, d'un personnage qui est en rupture avec la vie urbaine et qui se retrouve dans la nature. Alors on va retrouver ça très clairement dans un roman de Manchette qui s'appelle Le Petit Bleu de la côte ouest. Alors c'est pas explicite dans le roman, mais il y a peut-être un petit jeu aussi avec Manchette et avec cette toile de fond des années 70. Mais bien sûr, sinon les références, vous les avez bien vues, c'est Grac, c'est Hugo, et puis exactement Pérec et Coetzee. On pourrait considérer ça comme un procédé d'emphase, un procédé de détachement. C'est quand je veux vraiment mettre quelque chose en relief. Très souvent d'ailleurs, ça suit la pensée du personnage, parce que je veux faire l'économie du verbe introductif, du verbe introducteur, dit-il, pense-t-il. Bon, c'est des choses qui me semblent un peu superflues. Et puis après, bien sûr, c'est aussi un jeu intertextuel. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont convoqués dans le roman. Oui, alors en règle générale, quand il y a une phrase en italique, il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas de moi. Alors je fais un usage très benjaminien de la citation. Hein. Je suis un lecteur de Walter Benjamin et il faut être comme un bandit de grand chemin, hein, c'est ce que dit Benjamin. Donc la citation, c'est une volonté de la réintégrer comme ça au sein d'un texte narratif, de lui redonner une seconde chance, une seconde vie et dans un autre contexte. Après, bon, c'est pas quelque chose, c'est pas un jeu, hein, c'est parce que je viens pas de nulle part, parce que j'écris toujours selon un régime qui serait celui de la dette. Je n'invente rien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que j'inventais des choses, il y a même des gens qui ont dit que je n'existais pas. Donc, non, je n'invente rien, ce pari a vraiment eu lieu. Après, on pourrait en faire une lecture un peu paranoïaque, comme l'a fait mon ami Bruce Bégou, penser qu'il s'agissait d'un dispositif d'intoxication, une sorte de leurre au carré. Mais non, ce leurre a vraiment eu lieu, et enfin, il s'est même matérialisé. Le motif de la guerre, c'est quelque chose qui me hante et qui me travaille depuis longtemps. Je ne dois pas être le seul dans la fiction. La guerre comme foyer métaphorique, hein, pas simplement vu dans son aspect le plus restrictif. Après, effectivement, il y a un lien ténu, mais il existe entre les deux. Alors, pareil, tout à l'heure, c'est un essai. Là, on est dans le cadre d'une fiction. Dans les deux cas, on a l'expérience d'une déréalisation. Donc, déréalisation de la guerre d'un côté, et déréalisation de la guerre aussi de l'autre, un personnage. Alors, déréalisation, mais ça ne veut pas forcément dire que justement la tragédie, la violence n'est pas là. Justement, moi, ce qui m'a frappé dans Pareil tout à l'heure, c'est que on inaugure une ère qui va être le siècle des bombes, celle des massacres de grande ampleur, et ça commence, alors peut-être de manière artisanale, mais ça commence dès 1914. En fait, ça commence dans un cadre très clair, pour être très clair, qui est le cadre colonial, puisque les premiers bombardements vont être opérés par l'aviation italienne en 1910 ou 1911, en Éthiopie ou en Érythrée, enfin je ne sais plus. Alors tout cela est très bien expliqué par Lindqvist dans ce livre qui s'appelle Le siècle des bombes. Et moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment, alors un marxiste dirait comment des dispositifs idéologiques s'arrangent pour qu'on déréalise tout ça. Et
moi, ce qui me plaît, c'est d'explorer les effets de cette déréalisation. Vous voyez, que ce soit dans Paris est à l'heure, dans la construction d'une ville clonée à l'identique. Alors, il faut quand même se poser la question que cette fausse ville qui était construite pour leurrer les aviateurs, bon, certes, on avait mis des fausses lumières, etc., mais on voulait simuler des trains en mouvement, mais il fallait bien que des gens tirent ces trains, et j'ai appris depuis que c'était du personnel féminin qui était destiné à ça, donc à un moment donné, les bombes seraient tombées sur ces femmes. Donc, la déréalisation n'existe pas, c'est un fantasme. Il y a toujours, c'est comme les frappes chirurgicales, ça n'existe pas. Et pareil pour donc Pierre, le personnage central donc, de mon roman, à qui est confiée une mission, c'est l'ONU qui lui confie une mission d'interposition. En fait, il ne peut rien faire et il est témoin simplement de cette guerre. Et là aussi, il y a un effet de déréalisation. Et moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est de voir comment la violence, la chair même de la violence se revient par la porte, par la petite porte en quelque sorte. Et c'est ça, quoi. Il y a un angle mort dans la guerre qui n'est pas dit. Et c'est peut-être ça qui relie les deux livres. La société moderne, la modernité fonctionne comme une guerre. Il y a une phrase de Bernanos d'ailleurs magnifique qui dit ça, je ne l'ai pas vraiment en tête, mais il dit que la société moderne fonctionne comme une guerre. Regardez, je sais pas, les rapports je sais pas, au sein d'une entreprise, enfin bon, il suffit de voir qu'on ait une extension du motif de la guerre qui est aujourd'hui fascinante. Je suis parti de mes souvenirs. Alors, le massacre des animaux, c'est une anecdote qui m'a été rapportée. Les combats de chiens, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a été rapporté. Et puis ensuite, j'ai mobilisé mes souvenirs de l'époque. Ce couple, il a existé. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. D'ailleurs, c'était toujours de manière un peu sentimentale, avec beaucoup de poncifs. Roméo et Juliette, etc. Roméo et Juliette à Sarajevo. Et puis tout ce que j'ai pu lire à l'époque, donc des détails, le fait que par exemple on coupait les arbres sur les avenues pour se chauffer, alors c'est du très mauvais bois, enfin, ce genre de choses. Toujours des choses extrêmement ténues et marginales. Et la guerre en elle-même, c'est-à-dire l'opposition frontale, elle n'est jamais dite. Parce que le personnage, en quelque sorte, n'y participe pas. Et il n'est qu'un témoin impuissant. Et donc je pense que c'était, peut-être qu'en parlant d'un combat de chien, on disait plus de choses, vous voyez, que sur un combat classique, habituel. Des choses qu'on voit par exemple dans le documentaire de Bernard-Henri Lévy qui s'appelle Bosnia, dans lequel l'auteur nous donne un peu sa vision des choses, mais finalement de manière très très classique et aussi très idéologique. C'est la vision BHLienne du monde, on ne va pas parler de BHL, peut-être la plus grande catastrophe intellectuelle qui nous soit arrivée ces 30 dernières années. Quand j'avais écrit cette petite nouvelle, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « mais tu ne donnes pas d'indice, à part la cigarette, on ne peut pas savoir que c'est à Sarajevo », et puis c'est pour ça que sur la quatrième de couverture, ils avaient mis Sarajevo, etc. Et je ne donne pas volontairement d'indice, parce que je pense que la portée des choses est suffisamment allégorique pour qu'on comprenne qu'il y a une universalité presque dans ce conflit. Donc oui, je ne dis pas que ça pourrait se passer en Afghanistan. Chaque conflit a sa spécificité. Mais les conflits modernes, la façon dont on aborde ces conflits-là aujourd'hui, me semble avoir effectivement ce genre d'effet-là sur les participants, les casques bleus, les soldats de l'ONU, etc. Bon, alors l'Afghanistan ou la guerre au Mali, on ne sait rien de ces guerres aujourd'hui. Il n'y a plus de journalistes, ils ne sont plus du tout embêtés, on a les images que la propagande d'État veut bien nous donner, c'est tout. Donc ça dit aussi quelque chose sur une forme de guerre moderne dans laquelle les ennemis sont invisibles, les ennemis sont silencieux, et effectivement il y a un noyau d'irreprésentable. Et donc voilà, je suis très heureux qu'on ne réduise pas ce livre-là simplement à la Bosnie. Alors c'est la Bosnie, où effectivement il y a suffisamment d'indices pour qu'on comprenne qu'il s'agit d'un conflit qui a eu lieu au cœur de l'Europe.
Mais je ne voulais pas limiter ça à un simple conflit circonscrit au foyer européen. Tout à fait. Alors la fable fonctionne comme un apologue et on a effectivement des animaux qui valent pour la société humaine. Donc il y a une dimension de moraliste qui n'est pas la mienne. Moi, ce qui m'intéresse dans l'animalité, c'est beaucoup plus le versant, on va employer un grand mot, le versant métaphysique. Disons que c'est une problématique là aussi qui me hante et qui m'obsède, puisque je suis aussi un lecteur donc, de grande fin de philosophie allemande, et c'est une grande question qui va former la toile de fond de l'université allemande des années 20 et 30. La question de l'animalité. Alors, pourquoi? Alors moi, attention, je me mets en garde aussi, je ne suis pas du tout dans une démarche spéciste à l'américaine, anti-humaniste, etc. C'est pas du tout ma problématique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on s'attaque aux animaux, quand on commence à s'attaquer aux animaux, bien souvent, le massacre des hommes, il n'est pas très loin. Quand on a, disons, quand les Américains ont mis en place le génocide, il faut appeler ça quand même un chat, le génocide des Indiens, ils ont commencé par massacrer les buffles. Bon. Donc quand on massacre les animaux à grande échelle, bien souvent le massacre des hommes, il est très proche. Et donc ça, c'est un lien qui m'intéresse. Bon, alors le livre commence au début, il y a ce massacre des animaux dans l'enclave de Biaché, et à peu près au même moment a eu lieu le massacre de Srebrenica, dont je ne dis pas un mot. Et donc je ne voulais pas dire un mot. Et bon, j'ai été beaucoup influencé par des gens comme Sebald ou Pérec, et je pense que la manière de, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur la guerre, de parler de la violence de l'histoire, c'est pas forcément de l'aborder de manière frontale, mais de manière oblique, tangentielle. Vous remarquerez que Sebald n'a jamais parlé explicitement de la Shoah dans son œuvre, jamais. Mais tout le monde dit aujourd'hui Sebald écrivain de la Shoah, alors que ce motif ne prend pas une place centrale dans son œuvre. Et là, c'est la même chose. Je ne voulais pas parler de Srebrenica de manière frontale, je voulais le faire de manière tangentielle. Et pour moi, ce massacre des animaux, il était tout trouvé, enfin, c'était quelque chose de programmatique en quelque sorte. Donc il y a d'abord cet aspect, ça c'est plutôt l'aspect politique. Après l'aspect métaphysique, là je suis sur un versant plutôt bataillé en quelque sorte. Le rapport entre l'homme et l'animal est beaucoup plus contigu qu'on ne le pense. Le dernier livre de Bailly le montre bien. Mais au-delà de ça, le personnage est perdu. Il a une sorte d'aliénation qui est beaucoup plus ontologique que sociale. Et il essaye de retrouver un rapport premier au monde, en quelque sorte. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il soit un animal. Et l'animalité de toute la fin du roman, s'il y avait une clé, elle serait là, en quelque sorte. Donc il y a une double articulation, elle est à la fois politique et métaphysique. Et c'est elle traverse le personnage. Quand je dis politique, c'est pas militant. Je ne vais pas commencer à prendre une banderole, à aller clamer mon indignation contre la vivisection. C'est pas, bon, même si ça me choque, c'est pas. Mais ma problématique, elle est décalée par rapport à ça. Elle est politique au sens presque, au sens premier, au sens grec du terme en quelque sorte. Donc voilà, l'animalité effectivement c'est un motif central dans le livre. Il y a la volonté de travailler la langue, de travailler le style. Oui, oui, très clairement, absolument. Il y a la volonté paradoxalement, de retrouver la matière du monde par les mots, en quelque sorte. Je pense qu'on ne peut plus écrire de manière linéaire, enfin, ça
ça me semble un peu évident, hein, je n'invente rien. On est dans une conscience fragmentée, dans une conscience mutilée. Et il faut écrire, comme le sujet perçoit ce monde, il faut l'écrire, il faut trouver cette forme qui soit en adéquation avec cette expérience. Pauvre, mais qui reste une expérience du sujet. La grande question qu'on pourrait se poser, vers ça je l'ai fait exprès, c'est on peut se demander, parce que dans le récit en chassant, on va employer des grands mots, il n'est jamais nommé et la guerre n'est jamais explicitement évoquée. Donc on peut même se poser la question de savoir si on parle de la même personne. Donc est-ce que c'est pas un autre récit qui dédouble le premier? Alors bien sûr, après le récit étoilé, effectivement on comprend qu'il s'agit du même, mais je voulais montrer qu'on peut arriver à un tel degré de déréalisation. Alors c'est pour ça que j'utilise le « il », parce que bon, si on connaît un peu les linguistes de l'énonciation, bavéniste, etc. Il, c'est le pronom de l'absence. Et je voulais montrer à quel point le personnage était réifié. Et c'est pas ça. Donc il y a un processus d'individuation qui est, pour le personnage, qui est finalement minimal. Ça pourrait être n'importe quel casque blanc. Alors il se trouve que c'est celui-ci. Et donc ça peut être un il, ça peut être n'importe quel soldat de l'armée française. Ça peut être beaucoup de il en quelque sorte. Et effectivement, il y a la volonté d'en finir avec le personnage réaliste, balsacien. Enfin, je voulais pas sombrer dans cette espèce de psychologie très confortable. Je voulais vraiment, là j'avais en tête la phrase de Valérie, le personnage se vivant sans entrailles. Et je voulais vraiment que le personnage soit un vivant sans entrailles. Et peut-être qu'à la fin, il y a une ouverture quand même dans le roman qui montre que finalement, peut-être qu'il va s'incarner, finalement revenir au monde. Mais je voulais montrer à quel point, jusqu'où on pouvait mener la déréalisation d'un personnage. L'aménagement du territoire, comme disent les représentants de la classe dominante, fait que le paysage est verrouillé. Le paysage est fermé. Le personnage se retrouve, vous l'avez dit, dans une aire d'autoroute. Il se retrouve ensuite à côté d'un green center, d'un data green center, etc. Donc on comprend bien qu'il y a des centrales nucléaires partout. On peut comprendre qu'il s'agit aussi du paysage français, puisque on peut comprendre que le personnage quitte Paris, comme dans les romans picaresques des années 70 dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il quitte Paris et qu'il descend dans le sud, et effectivement toute cette vallée du Rhône qui est magnifique et ponctuée de centrales nucléaires. Voilà. Et donc le paysage est saturé, et donc il y a aussi une attention très extrême au paysage. Donc le seul endroit où il va trouver effectivement place, c'est dans une grange abandonnée dans la France déserte. Alors là, il y a la volonté aussi de investir ce genre de territoire un peu perdu. Vous savez, donc ça c'est aussi l'objet de gens comme Bruce Bégou, Philippe Vassé, enfin, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans la littérature française aujourd'hui. Chez Bailly aussi, j'ai parlé tout à l'heure de Bailly, donc le dépaysement. Après l'aliénation de la guerre, il y a l'aliénation du paysage, un paysage qui est saturé par la technocratie et qu'il n'y a plus d'issue en quelque sorte. Et effectivement, il se retrouve à la campagne, et même à la campagne, il trouve des prospectus publicitaires dans l'air. Enfin, donc voilà. Donc ça veut dire que le personnage est cerné par le spectacle au son de bord, de Charbonneau, enfin de tous ces auteurs qui, dès les années 60, ont montré comment le spectacle pouvait coloniser les lieux de la vie quotidienne, hein, Lefebvre, Charbonneau, etc. Donc, mais de manière méthodique, hein, il suffit de se promener dans la France profonde pour voir jusqu'à quel point ça peut aller. J'avais en tête beaucoup d'images de cette guerre. J'avais en tête ces squelettes d'immeubles calcinés. Effectivement, donc j'avais en tête l'image d'une vie, d'un grand corps souffrant. Et autant le corps du personnage s'efface, et autant je voulais justement jouer sur la surexposition. Ça c'était important, et oui, la ville, on peut la lire comme un corps. Surtout dans le cadre de Sarajevo, avec ses frontières, ces frontières qui fonctionnent comme des cicatrices, enfin c'est quelque chose sur lequel je voulais jouer aussi. On est dans un topos, hein, qui est celui de la fuite du temps, mais je voulais qu'il soit récurrent, donc on le retrouve quand ils éliminent les chiens, il y a toujours le cours du fleuve, on le retrouve quand il quitte Paris, on le retrouve quand il suit la vallée du Rhône,
c'est même là dans ce fleuve qu'il va jeter son téléphone portable. Donc oui, parce que je suis aussi un grand lecteur de Bachelard. L'eau a son importance dans le récit, puisque c'est finalement dans une eau stagnante, celle d'un étang, qui va faire disparaître sa voiture. Alors là, on a un jeu avec film Hitchcock, avec Psychose, lorsque Anthony Hopkins voit la voiture disparaître dans l'étang. Donc l'eau est très 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 importante, puisqu'à la fin, l'horizon de l'émancipation, ce serait non plus le fleuve, non plus l'étang, mais la mer. C'est mon imaginaire cinématographique qui fonctionne. Je suis un grand amateur de films noirs et bon, ça on est quasiment dans le western, le toc-toc. Bon. La calandre de la voiture qui fonctionne aussi comme une gueule, la gueule d'un monstre. Tout est vivant en quelque sorte, il y a un aspect presque fantastique. Tout est vivant sauf le personnage. Le personnage est comme une pierre en quelque sorte. Il s'appelle Pierre d'ailleurs, c'est pas par hasard. Il y a une espèce d'autoréification chez lui, enfin donc de verrouillage, d'auto-verrouillage, d'autoréification, et il n'y a pas d'émancipation possible. Je laisse entrevoir quand même à la fin qu'il y a une petite lueur, mais ce que je voulais, c'est que le personnage soit submergé par des choses qui soient... c'est toujours la phrase de Marx, c'est dans le monde capitaliste. Il y a une sorte de métabolisme, d'échange des propriétés, c'est les choses qui deviennent vivantes et le travailleur qui devient mort en quelque sorte. Donc ça fonctionne en chiasme. Les militaires sont devenus de grands communicants, de très grands communicants. Autant dans les années 60, on pouvait être embarqué et puis photographier la guerre du Vietnam de manière très proche, etc. Autant ça, cette ère est révolue. Et surtout la langue de bois de l'ONU m'intéressait. Donc ça oui, il y avait la volonté de montrer comment le langage lui-même pouvait être réifié. Il n'y a pas que le personnage qui est réifié, il y a aussi tout un jeu sur la réification du langage, mais on retrouve ça aussi à la radio, le langage des experts, etc. Donc là, cette façon de parler de la guerre, neutralité, crise, négociation, belligérant. Je suis aussi un grand lecteur de Karl Kraus, donc ça m'intéresse de débusquer cette euphémisation permanente des choses. Donc d'un côté une langue qui euphémise, et puis de l'autre un réel d'une grande cruauté en quelque sorte. Et tout ça se télescope. Et donc on est dans une espèce d'esthétique du choc et de l'hétérogène. Ça c'est des choses qui sont voulues, que j'ai travaillées. C'est une phrase qui m'avait marqué dans le film de Chris Marker, ce jeune soldat qui disait ce film est terrible parce que ce jeune soldat dit au début, je me suis retrouvé dans des soirées, bon, donc il y a des descriptions d'une soirée dans le roman d'ailleurs, où j'ai pas arrêté de parler de ce que j'ai vu. Et j'ai senti qu'au bout d'un moment, je lassais mon auditoire. Et j'ai décidé de me taire. Et le film se termine, donc il dit à Chris Marker, il dit je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, moi j'ai choisi la voie littéraire, mais je sais pas, quand on pense au travail de Marcelo Fulps, son film sur la guerre en ex-Yougoslavie qui s'appelle Veillée d'armes, qui est plus un film sur la réception, la façon dont les médias ont traité cette guerre, me semble admirable et tout aussi efficace. Alors moi j'ai pris c'est bon, à peu près la seule chose que je sais faire à peu près, c'est écrire, donc j'ai pris ce média-là. Bon, moi, enfin, vous savez, la seule manière de dire le monde de manière juste, c'est de trouver une forme qui soit à la fois son propre contenu et en adéquation avec ce heurt. Bon, moi, je suis complètement tributaire de l'esthétique d'Adorno de ce côté-là. Pour moi, il n'y a pas d'autre manière. Ça ne peut pas être dit dans un flash télé, c'est pas possible. La littérature, elle peut être politique. C'est un livre politique. Moi, au départ, je ne m'étais pas destiné à écrire de la fiction. Moi, vous savez, je suis un lecteur de l'école de Francfort, de Debord, etc. Et je me suis dit, voilà, il faut écrire un livre politique sur la manière dont cette guerre a été reçue. Mais c'est pas simplement cette guerre, quand je parle de l'aménagement du territoire, des experts, c'est le spectacle en quelque sorte. C'est un livre de Bordien en quelque sorte.
Bon, pour moi, cette guerre, c'est la faillite de l'Europe. Je ne suis pas un Français, hein. Moi je suis un Européen d'origine française. Donc, je ne veux pas commencer à clamer la patrie, etc. Mais je suis attaché à l'Europe. Bon, alors l'Europe c'est à la fois le pire et le meilleur, hein, mais pour moi ça a été... j'ai très mal vécu, hein, ces années-là. Hein. C'était quelque chose de... Je me disais, mais on est à 1 heure de Paris. Il y a de la purification ethnique. C'est une victoire posthume de Hitler, en quelque sorte. Bon, à quoi ça sert? On a eu le ghetto de Varsovie, etc. Bon, c'était effarant. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette Europe qui nous pond des circulaires, une Europe technocratique? Bon, ça fait un peu cliché, mais une Europe qui n'est pas capable de faire face à ses démons et qui n'est pas à la hauteur du legs de ce qui s'est passé entre 1939 et 1945. Pour moi, ça c'était accablant. Alors évidemment, hein, l'Europe que je défends, c'est plus celle de Enzensberger et Claudio Magris que celle de Pascal Lamy ou de M. Barroso, c'est évident. Alors sur ce versant-là, il y a la volonté de sauver encore, j'aime pas ce mot-là, mais l'âme de l'Europe. Il y a des très beaux textes, hein, dans les essais hérétiques de Patochka, donc voilà, donc de sauver ce qui est plus beau en Europe. Voilà. Donc il y a une volonté de sauvetage, très clairement dans ce texte, qui est aussi un dispositif d'alerte, parce que bon, au même moment, il y a eu le génocide du Rwanda, donc quand je disais tout à l'heure que c'est un texte politique, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement être en extase dans une espèce de commémoration permanente du passé, il faut aussi que le texte soit un dispositif d'alerte. Donc je l'avais fait penser comme ça. L'autre dimension, celle de ma génération, j'ai toujours eu du mal à comprendre quand j'étais jeune, j'avais du mal à comprendre qu'on puisse parler de génération. C'était des choses que j'avais du mal à comprendre. Et puis ensuite, je me suis aperçu effectivement que j'appartenais à ce qu'Olivier avait appelé la bof génération, et que j'appartenais peut-être, oui, à une génération qui n'était pas désenchantée, mais qui a vu passer les choses. En gros, hein, pour le dire vite, il y a eu cette parenthèse enchantée des années 70 entre mai 68 et mai 81, enfin l'apparition du sida, etc. Et puis ensuite les années 80 que moi j'ai très mal vécu, qui sont des années épouvantables, qui sont des années de régression intellectuelle, des années de restauration, le grand cauchemar des années 80, le livre de QC. Et j'ai toujours eu l'impression que, effectivement, ma génération, ça ne veut pas dire grand-chose, mais les gens qui avaient mon âge, on appartenait à un temps, à une époque qui était désenchantée, pour le dire, très clairement. Ni lyrique, ni tragique. Voilà. Oui, j'ai un de mes amis très proches, Didier, le copain photographe avec qui j'ai fait Paris tout à l'heure, qui me dit souvent, mais tu ne parles pas, tu cites. Et bon, d'abord, je suis un grand lecteur, un gros lecteur, je lis beaucoup. Alors, personnellement, je lis plus de philosophie que de littérature, mais bon. Donc, je lis beaucoup, et je suis très content quand je suis chez moi, je suis tout seul avec mes livres, parce que je ne suis pas tout seul, en fait. Voilà. Donc, c'est pas simplement l'écrit. Oralement aussi, je suis comme ça. C'est lié aussi à ma profession, c'est une déformation professionnelle, puisque j'enseigne. Et puis donc, en plus j'enseigne dans un endroit où c'est pas gagné. Donc il y a aussi une volonté de transmission. Donc il y a ça aussi, très clairement. Pas du tout une posture pédante, il y a vraiment la volonté à chaque fois d'échanger, de transmettre. Donc oui, il y a quelque chose, c'est humble, donc c'est quelque chose, l'idée de départ c'est que moi j'ai de la gratitude envers tous les auteurs que j'ai lus, parce qu'il me faut, c'est des bons moments. Et puis vous avez raison, c'est une manière d'être au monde, qui ne joue pas simplement avec les auteurs, mais aussi avec le monde des choses, une manière d'être au monde qui est quasiment micrologique. Vous voyez, alors ça, c'est une tradition qui vient des penseurs allemands, de Simmel, de Benjamin, d'Adorno. Donc il y a un texte admirable de Miguel Amoso qui s'appelle Le choix du petit, on pose face au texte d'Adorno. Voilà, moi je me reconnais là-dedans. Si je prends un exemple tout bête, ce matin j'ai pris le métro, la station de métro pas loin où j'habite, et j'ai vu sur le quai du métro qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Je me suis dit, tiens, quand je suis parti en juin de Paris, il y avait un banc, et là ils ont mis
des chaises, ils ont juxtaposé. Et puis j'ai regardé, il y a suffisamment d'espace entre les chaises pour qu'on ne s'allonge pas. C'est un détail, mais ben, je me suis dit, c'est encore un truc qu'on fait pour que les clodos ne s'allongent pas dans le métro. Enfin, donc ça participe de ce qu'on appelle le defensive space, l'urbanisme défensif. C'est un détail à la con, mais je pars toujours de ce genre de choses. J'ai un regard très, très micrologique, mais c'est ce que j'ai fait pour Paris est un leurre. Je suis parti du percept pour aller vers le concept. On part de quelque chose et puis en fait on dézoome en quelque sorte. On dézoome comme quand on va sur Google Maps, hein, on fait un focus et puis on dézoome. Voilà. Et donc ma pensée, elle ne peut se constituer, et ma pensée, mon écriture ne se sédimente que comme ça. J'ai pas d'autre mode de pensée. Je me méfie de la totalisation, je me méfie des systèmes totalisants.